Bienvenue à tous, c'est Évasion littéraire. Nous sommes au Conservatoire du Littoral. Rendez-vous avec Anne Konix, architecte, paysagiste, géographe de formation. Bonjour Anne. Enchantée. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. Voilà, vous êtes dans les nouveaux locaux du Conservatoire. On est à Paris, place d'Enfer-Rochereau. Bienvenue. Merci, donc je vous suis. D'accord. Alors, je m'occupe de la communication depuis 2003, date à laquelle j'ai été recrutée pour m'occuper du conservatoire et de sa communication. Auparavant, effectivement, j'ai eu un parcours un peu plus en méandre entre architecture, paysage, géographie. Alors vos responsabilités, alors, les fonctions on les connaît, mais non, les responsabilités que vous avez. Alors, le conservatoire est un établissement public, donc un bras armé de l'État, d'une certaine manière. C'est un établissement national dont le siège est à Rochefort et qui est réparti en délégations. Donc, en fait, on est géographiquement sur tout le littoral français, y compris donc, les rivages ultramarins. Et donc mes fonctions, c'est de gérer, de piloter la communication à la fois de manière nationale pour faire valoir cet établissement public et son action de protection, et aussi en lien avec les délégations, c'est-à-dire autant de régions, départements que le littoral français en compte. Vous parlez énormément de biodiversité. Alors il faut dire que ça a été un sujet très à la mode. Oui, évidemment, les terrains du conservatoire sont des terrains protégés où la biodiversité, a priori, excelle. En tout cas, on peut l'espérer. Si elle n'excelle pas sur les terrains protégés, on a un peu de soucis à se faire néanmoins. Et donc, oui, c'est sur les aspects biodiversité et particulièrement outre-mer, on a mis l'accent de manière très spécifique depuis, en tout cas, plusieurs années, mais enfin particulièrement l'année passée, oui. Alors, les grandes régions, vous avez fait des analyses et des études. Quelles sont toutes ces régions Alors, on intervient donc sur tout le littoral français, donc depuis la Belgique jusqu'à l'Espagne, jusqu'à l'Italie, en Corse. On intervient sur les grands lacs français et donc sur les rivages ultramarins, que ce soit ce qu'on appelle les rivages français d'Amérique, c'est-à-dire Antilles, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les rivages de l'océan Indien, Réunion, Mayotte. Voilà. Donc après, chaque région a ses spécificités en matière de littoral, en matière de densité de population, en matière de protection, et sachant que le conservatoire est un établissement qui achète les terrains, il y a forcément des différences assez notoires en fonction, alors moins du marché immobilier, enfin c'est une des composantes, mais aussi de l'historique de la propriété foncière. Alors, quelle est l'idée de cet ouvrage, Rivages d'outre-mer, un littoral à protéger, préface de Maryse Condé? Quelle était son intervention à Maryse Condé? Alors Maryse Condé, on l'a sollicité, d'ailleurs c'est Gallimard, puisque c'est un auteur Gallimard qui l'a sollicité pour rédiger une préface à cet ouvrage, qui est un ouvrage, on va en parler, mais qui balaye un peu tous les différents outre-mer dans lesquels le conservatoire intervient. Et donc le texte de Maryse Condé, la préface qu'on attendait, était quelque chose un peu de réunificateur, qui donne un espèce de balayage un peu sur l'ensemble, sur la manière de percevoir l'outre-mer. Et c'est à mon sens très réussi parce que ce texte est très puissant, comme Maryse Condé sait les rédiger, les écrire. Il est très puissant, il n'était pas tout à fait tel qu'on l'avait imaginé, parce qu'on imaginait plus un texte consensuel, plus peut-être édulcoré d'une certaine manière, et en fait c'est un texte qui met tout de suite dans l'ambiance de l'outre-mer, c'est-à-dire que le rivage n'a pas été toujours un lieu attrayant. Alors quelles sont les grandes problématiques et les dangers justement de cette biodiversité à travers ce rivage d'outre-mer à protéger ?
On sait, on l'a pas mal vu cette année ou l'an dernier quand on a fêté cette année de la biodiversité, que l'outre-mer est évidemment un des territoires les plus riches en termes de biodiversité, que ce soit en termes de flore ou de faune. Et c'est une biodiversité qui est toujours très fragile parce qu'elle est très mise à mal par l'intervention de l'homme, par les pollutions, par l'occupation des sols. Et outre-mer, on a des situations très, très contrastées. Hein. Tous les outre-mer ne sont pas identiques, mais avec une pression sur le littoral forcément forte, puisqu'on est souvent, dans la plupart des cas, sur des îles, donc avec une pression sur le littoral très forte. Donc les terrains à protéger sont d'autant plus importants que la pression est forte. Alors Anne, j'ouvre le livre. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, c'est les rivages, c'est les oiseaux, la faune, la flore, comme vous avez évoqué. Quelle est la problématique de Saint-Pierre-et-Miquelon? Donc on va faire les étapes de chaque île, de chaque carte. Ouais. Alors on a volontairement commencé par Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était un petit clin d'œil parce qu'évidemment on intervient beaucoup. Enfin, quand on parle d'outre-mer français, on parle souvent, on pense souvent au soleil, aux cocotiers et aux palmiers. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des outre-mer qui sont sous les neiges et glaces pendant une bonne partie de l'année. Donc, dans l'ensemble, on est quand même sur des cas de figure d'îles sous les tropiques. C'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un cas très particulier. C'est pas, la problématique n'est pas vraiment la pression foncière. C'est pas une île qui est très habitée. Mais par contre, des problématiques plus de foncier. Là, on intervient. Si on prend cette petite carte que vous avez en préambule, qui va nous expliquer un peu où on se situe, en fait, l'intervention du conservatoire est particulièrement sur l'isthme de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un tombolo extrêmement fragile, une zone dunaire, et qui demande une gestion très, très intense pour préserver tout ce massif dunaire. Donc, voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un petit peu particulier. Effectivement, il y a plutôt des phoques et de la glace. Mais on va dire que c'est un cas un tout petit peu à part. Alors évidemment, oui, vous l'avez remarqué, enfin vous l'avez souligné, il y a évidemment beaucoup d'oiseaux, voilà, le tombolo en question, qui est cette flèche extrêmement fragile, soumise à la mer qui est aux océans qui est des deux côtés. Donc on sent bien que c'est des zones extrêmement sensibles et fragiles, exactement, et qu'il convient de mettre en œuvre tout un travail de protection. Ouais. L'urbanisme? Non, l'urbanisme à Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas la problématique majeure. Ce ne sont pas des îles surhabitées. Donc voilà, on est plus dans de l'acquisition foncière pour de la protection d'espace. Vous voyez, c'est très sauvage encore, avec pas mal de zones humides. Donc voilà. L'écologie? L'écologie, oui, c'est tout le système, toutes les interactions entre les différents écosystèmes, entre ce qui est éléments géomorphologiques et puis habitat de la faune et de la flore. Donc oui, évidemment, quand on parle de protection du littoral, on parle toujours d'écosystèmes et de différents milieux qui cohabitent et qu'il convient de maintenir dans des états d'équilibre cohérents. Ouais. Ah, il y a un scanner là, sur cette vue là. Vous avez employé certains thèmes. C'est très scanné en quelque sorte, ces paysages. Oui, c'est des lieux quand même tous plus beaux les uns que les autres. Ça, c'est l'outre-mer fait rêver, ça, c'est sûr. Et Saint-Martin. On passe à Saint-Martin où là, pour le coup, on est sur une problématique alors très très liée à l'urbanisation et à la pression foncière, puisque Saint-Martin, la partie française, est quand même densément habitée. À Saint-Martin, on s'occupe de la protection essentiellement de tous les étangs qui sont à l'intérieur de l'île, qui sont des zones humides de grande importance, puisque c'est des zones de ressources en eau douce. Et donc, après
après des années où la protection a été compliquée à mettre en place, aujourd'hui, le conservatoire intervient de manière plus pérenne sur tous les étangs. Et donc avec une problématique aussi liée aux oiseaux, évidemment, à la reproduction des oiseaux, aux zones migratoires, etc. Anne, il y a une grande importance au niveau de la terre sec et la terre humide, la terre mouillée, comme vous venez de spécifier à l'instant. Alors oui, on parle plutôt de zones humides. On sait aujourd'hui que c'est des zones très riches, très productives, qui sont des lieux d'habitat et de nourrissage des oiseaux importants, de reproduction. Donc oui, on intervient beaucoup sur les zones humides. Au départ, le conservatoire a été créé en 1975. On était vraiment dans une perspective d'urbanisation, de protection contre urbanisation. Bon, il y a un certain nombre de textes de loi qui sont mis en place. Aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, la protection, elle est liée quand même à des milieux, beaucoup plus qu'à des combats comme ça un peu frontaux, et que les zones humides sont des lieux extrêmement importants dans l'équilibre pour notamment la faune, la flore. Donc on intervient beaucoup, oui, dans des zones qui autrefois étaient considérées comme inintéressantes. Voilà. Les collectivités territoriales, leur regard, leur analyse, leur point de vue, leurs objections, les critiques, on y va, Anne. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. En 1975, quand le conservatoire a été créé, on était un peu une espèce de troublion dans un paysage où on ne souhaitait pas spécialement voir arriver le conservatoire parce que, quelque part, c'était un empêcheur de tourner en rond, un empêcheur de construire, un empêcheur d'urbaniser. Bon, les mentalités ont quand même pas mal évolué. Toute la question de l'environnement a progressé dans les esprits. Aujourd'hui, on mesure mieux ce que sont les pressions, et puis on mesure mieux que la Terre est un espace fini, et que si on continue toujours à en demander plus, un moment en viendra où on ne pourra plus espérer grand-chose. Les collectivités l'ont bien compris, souvent d'ailleurs sous un peu la pression des habitants et des associations de défense de l'environnement. Et aujourd'hui, on a quand même des relations beaucoup plus sereines avec la plupart des collectivités qui souhaitent l'intervention du conservatoire, parce que quelque part, elles voient bien l'intérêt qu'elles peuvent avoir à protéger leurs espaces. Quelque part, c'est une offre aujourd'hui que de pouvoir dire, voilà, et surtout sur des lieux de tourisme comme sont les îles d'outre-mer, de dire on a une nature protégée, vous pouvez venir et vous verrez des choses intéressantes, et pas simplement des plages bétonnées et des immeubles le long des hôtels le long des plages, quoi. Vous savez que ce sont des territoires volcaniques. Alors comment un volcan qui passe, l'œil du cyclone, comment vous intervenez après un ravage cyclonique? Ah oui, alors évidemment, ça peut arriver, et on est un propriétaire parmi d'autres, hein. Bon, il se trouve que sur nos sites, on va dire qu'on est moins exposé dans la mesure où il n'y a pas d'habitation, puisque ce sont des espaces protégés, donc il n'y a pas de dégâts liés à de l'habitat, ce qui est quand même toujours le plus grave dans le cas de cyclones, par exemple, ou d'éruptions. Bon, sur les sites du conservatoire, il peut y avoir des dégâts, mais qui resteront des dégâts, on va dire, entre guillemets, matériels. C'est-à-dire que c'est de la végétation qui doit repousser, c'est des arbres arrachés qui doivent repousser. En fin de compte, c'est pas ce qui est le plus dramatique. Donc ça, c'est un peu aussi l'intérêt de zones protégées, c'est qu'elles peuvent parfois être des zones un peu tampons pour protéger l'arrière qui peut être urbanisé de manière plus dense, quoi. Les vestiges historiques, le patrimoine, vous intervenez aussi ? Oui, alors évidemment, à chaque fois qu'on achète des sites, il y a souvent des traces du passé, et de la même manière qu'on s'attache à réhabiliter la nature, on essaye de jamais oublier que ces sites ont une histoire. Et effectivement, particulièrement par exemple aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, où on a par exemple tout un passé qui est très lié avec la présence de la mer, c'est-à-dire soit parce qu'on avait besoin d'eau, soit parce qu'il fallait des accès sur la mer pour pouvoir faire du commerce. Et donc on a quand même souvent sur nos sites un certain nombre de bâtis qu'on restaure, qu'on fait parler. En fait, on essaye par exemple sur ce type de projet. On ne va pas restaurer des ruines, ça n'aurait pas de sens, mais on essaye de les faire parler de manière à ce que le visiteur puisse comprendre le passé de ces lieux. Alors là, en l'occurrence, ce sont des anciennes... comment on appelle ça, des sucrières, enfin de canne à sucre, des productions de canne à sucre et d'exploitation. Et donc, il y aura forcément, autour d'une réhabilitation du site,
un moment où on s'attachera à raconter l'histoire du site et donc des usages du passé. Alors je vais reprendre votre dernier mot, Anne, raconter des histoires, la construction de ce beau livre en images et en texte. Alors ça a été une aventure rondement menée. En fait, c'est un livre qui a été fait assez rapidement parce qu'on souhaitait le sortir pour l'année des Outre-mer. Bon, le projet avait pris du retard. En fait, j'ai mobilisé toutes les délégations, toutes les antennes du Conservatoire Outre-mer. Donc nous en avons évidemment Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, etc. Enfin bref, tout était extrêmement partante pour travailler pour ce livre. Et donc, voilà, on a fait remonter pas mal d'informations. On a un plan qui est toujours un peu similaire, une petite cartographie qui resitue la localisation. Ensuite, une partie assez générique qui présente l'intervention du conservatoire dans la région en question, avec l'iconographie. Et ensuite, un exemple particulier à travers une interview d'une personne investie dans la protection sur place. Donc là, par exemple, en Guyane, c'est le président d'une association de défense de la nature, très investi sur un des sites du conservatoire. Et donc, sur la base d'une interview, on a raconté un peu le lieu. Voilà. Donc on balaye un peu tous les Outre-mer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aussi bien ceux qui sont au nord que ceux les plus au sud, Mayotte, Réunion, etc. Et chaque département fait ressortir un petit peu le côté nature, faune, flore, tout dépend. Voilà, et vous mettez à chaque fois un petit résumé. Quel est ce résumé ? Alors c'était une petite cartographie qui présente particulièrement le site du conservatoire en question. Voilà, on fait un espèce de zoom sur un site. Donc par exemple ici on est à Saint-Barthélemy. Et c'est un zoom sur le Fort Carle, qui est un des sites du conservatoire à Saint-Barthélemy. Voilà. Ah oui, alors la Guyane, qu'est-ce que c'est ? Alors la Guyane, justement, c'est les Prépris d'Illy. Alors les Prépris d'Illy, ce sont des marais de bord de mer qui sont sur la commune de Sinnamary, ici. Donc on est déjà relativement éloigné de Cayenne. Et les Prépris d'Illy, c'est un très grand site. Voilà, on est près de Kourou. 13 zones humides dont nous parlions, avec énormément de faune, de flore, un vaste site sur lequel il y a énormément de promenades possibles. Et donc une association de gestion très, très, très investie qui organise énormément de sorties nature avec les enfants, les scolaires. Ils sont vraiment très attachés à faire découvrir la nature aux Guyanais. Et donc voilà, on a mis en lumière ce site des Prépris d'Illy parce que c'est un des fleurons, on va dire, de la préservation de la nature en Guyane. Justement, vous avez touché un mot qui est important, la jeunesse, l'éducation. Alors ce livre, cette nature, comment ces jeunes réagissent ? Alors c'est vrai que, bon, on va dire que sur toute la question de l'outre-mer, on a été un peu porté par cette année des outre-mer là, qui permettait un peu de faire la lumière. Donc j'espère que les messages justement sont bien passés, y compris localement. C'est évidemment très très important de sensibiliser les jeunes à travers les scolaires, à travers les professeurs qui font découvrir la nature aux enfants. C'est bien eux qui, par la suite, prendront le relais. Et c'est très important qu'ils soient investis très jeunes dans ces questions de protection, quoi, qu'ils comprennent les questions d'écosystème, les questions de préservation d'espèces. Ils sont en principe très brillants. Enfin, ce sont les meilleurs défenseurs de la nature. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie pour faire passer tous ces messages. Et les tourismes, comment ils réagissent ? Alors les touristes, voilà, c'est des gens qui arrivent, ils ne sont pas forcément très propres, donc il y a parfois des déchets sans faire attention. Comment vous intervenez ? Justement, c'est pour ça que c'était important de faire un livre grand public, parce que, évidemment, quand on parle outre-mer, on a souvent une vision assez touristique. Or là, on aborde quand même des questions de protection
qui sont un peu différentes. On n'est pas sur de la plage avec les doigts de pied en éventail. Là, on essaye d'interpeller sur la nécessaire protection de milieux, etc. Et donc, du coup, évidemment, quand on parle protection, ça suppose des comportements respectueux de la nature, évidemment, d'être propre, de rien jeter, etc. Alors, c'est vrai que sur les sites du conservatoire, il y a une gestion très, très appuyée qui fait qu'en principe, on va trouver des terrains entretenus, enfin, avec une gestion. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des touristes qui passeront et qui jetteront des choses. Mais enfin, globalement, les comportements s'améliorent. Je vois, on a une politique, nous, qui est de ne pas mettre de poubelles, a priori, sur les sites du conservatoire, parce qu'on veut que les gens arrivent sur le site, comprennent que c'est un site protégé et repartent avec leur cochonnerie, quoi. Voilà. Anne, je cherche les pages Les Salines. Alors, c'est particulier, Les Salines. Les Salines... Ah, les voilà. Allez-y, Anne. Les Salines de Sainte-Anne. Donc là, nous sommes en Martinique, sur la commune de Sainte-Anne. Oui, je disais ça pour qui ne connaîtrait pas. Et alors, aux Salines, on a depuis longtemps une intervention, alors très en lien d'ailleurs avec la mairie de Sainte-Anne, qui est partenaire de la gestion, pour faire pour baliser toute une découverte du site à travers un sentier qui circule sur des pilotis à travers la mangrove. Et donc, il y a tout un déroulé de visites où on interpelle les promeneurs sur la mangrove, sur les espèces qui vivent, sur les cycles de l'eau, sur les cycles de reproduction des différentes plantes, notamment des palétuviers, etc. Donc, pareil, une découverte par la pédagogie pour expliquer l'intérêt des milieux. En fait, en Outre-mer, on a eu vraiment la volonté de travailler principalement sur les mangroves, c'est vrai. Historiquement, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, avec l'idée de faire découvrir aux habitants la mangrove. Alors justement, rappelez à ceux qui ne connaissent pas la mangrove. Alors, une page historique, allez. Les mangroves sont des forêts qui poussent dans l'eau. Voilà, c'est quelque chose de très particulier à l'outre-mer, à toutes ces îles, y compris, et également en Guyane. Ce sont des forêts de palétuviers qui poussent dans des eaux saumâtres, et donc avec des cycles de reproduction très particuliers, c'est-à-dire qu'une mangrove peut être à l'état très jeune, donc avec des petites pousses de palétuviers, et puis on la trouve par exemple en Guyane, où c'est des forêts énormes de palétuviers, et à chaque fois... alors c'était considéré comme des milieux insalubres autrefois, c'est des milieux peu pénétrables parce qu'il y a de la vase, c'est très humide, on s'enfonce, et donc il y a eu tout ce travail de sensibilisation en rendant accessibles les mangroves par ces cheminements sur des pilotis en bois qui circulent à travers la mangrove. Là, sachant que je pense que l'exemple le plus spectaculaire qu'on a fait, c'est dans la mangrove à côté de Cayenne, à Remire-Montjoly. Il y en a partout, du coup ? Oui, on en trouve un peu sur tout le littoral. Et donc, c'est une grande mangrove avec des palétuviers qui doivent faire, 20 mètres, 25 mètres de haut. Et donc, on circule à travers les racines. Et c'est vraiment spectaculaire, quoi. Et je crois que ça a très bien fonctionné. C'est qu'aujourd'hui, les habitants ont compris, parce qu'ils ont pu pénétrer aussi à l'intérieur, l'intérêt de la protection de ces mangroves. Et c'est des milieux très, très importants. Alors, on l'a connu malheureusement dans des circonstances comme les tsunamis. On sait, la mangrove a la capacité d'arrêter des événements climatiques tels des vagues, etc., parce que c'est des milieux qui peuvent absorber. Donc, on milite, on va dire, d'une certaine manière, pour que dans ces zones d'outre-mer, on ne détruise pas les mangroves, ce qui est un peu la tentation, souvent, c'est d'assécher pour pouvoir construire, qu'on les garde, qu'on les préserve, parce qu'elles ont un vrai intérêt. Et quel est son littoral, là ? Alors ça, c'est l'étang des Salines. C'était le zoom sur l'étang des Salines. Voilà. Alors Anne, les photos, elles sont magnifiques. Quel est ce photographe ? Est-ce que ce sont des archives ?
avant tout? Alors, c'est un travail, on va dire, extrêmement collaboratif entre Gallimard, les éditions et le conservatoire, sachant que nous, conservatoire, on avait déjà des photos de plus ou moins bonne qualité et qu'on a complété ça par des achats de photographies auprès de photographes locaux. Voilà, donc c'est un travail un peu conjoint entre nos partenaires qui ont fourni aussi un certain nombre d'images, des images qu'on avait déjà eu l'occasion de faire dans des missions et puis des photos qui ont été achetées. Voilà, donc nous en avons fait un sur la Martinique, sur la Guadeloupe pour l'outre-mer et puis sur un certain nombre de littoraux métropolitains. Et donc avec une approche un peu différente puisqu'on est vraiment dans des descriptions de balades très précises où on raconte un peu ce qu'il y a à voir. Un peu escapade, découverte. Escapade, découverte, et puis toujours pédagogie, essayer de pointer du doigt les différentes richesses des lieux de manière à ce que on ne se promène pas idiot et qu'on en revienne grandi. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces guides? Ce sont des ouvrages qu'on trouve en librairie, puisque ça, donc on est chez l'éditeur Gallimard, les guides Dakota, c'est des éditeurs distribués en grande librairie. Très bien, je rappelle le titre de cet ouvrage, Rivage d'outre-mer, un littoral à protéger, préface Maryse Condé, édition Gallimard, Conservatoire du littoral. Anne Gonix, merci de m'avoir reçue dans vos bureaux. C'était un plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à l'équipe qui m'accompagne. Évasion littéraire, à la semaine prochaine. Bye bye.